Retour sur le plateau de Jeudi Entretien avec Gabriel Malika, auteur des meilleures intentions du monde aux éditions Intervalle à Paris. Les éditions Intervalle sont Boulevard Haussmann. Boulevard Haussmann. Voilà, Boulevard Haussmann pour ceux qui... Une très très bonne maison d'édition. Très belle maison d'édition qui, avec une bonne qualité de papier, etc. et aussi de couverture. Voilà, ce beau livre, mais qui est votre premier roman. Alors vous avez enfin osé, j'allais dire, parce que ça fait quand même depuis... Vous n'allez pas nous raconter des histoires. Ça fait depuis longtemps que vous souhaitez écrire un livre, Gabriel Malika. Depuis toujours. Pardon, depuis toujours. Je vais vous dire comment ça s'est passé. Quand j'ai eu 40 ans, j'ai fait ma petite crise des 40 ans. Et Je n'ai rien fait. Alors Jean Amrouche disait « J'ai 40 ans et je n'ai rien fait ». Je vous rassure tout de suite, il a fait plein de choses. Oui, j'imagine. C'est la crise. Non, je vais partager avec vous une anecdote. À Dubaï, on dit souvent quand on a 40 ans, il y a 3 possibilités. La première, qui n'est pas la plus respectable, c'est qu'on quitte sa femme pour en général une jeune asiatique. La solution numéro 2, c'est on achète une grosse cylindrée, donc une Harley Davidson, une Ferrari, parce que quand même j'ai réussi, je le mérite. C'est pas vraiment votre genre, ça. Pas vraiment. Et troisième solution, c'est qu'on fait un trek au Népal. Et ben moi, rien de tout ça. J'ai ouvert mes placards et j'ai retrouvé ce dont je parlais avant, c'est-à-dire des notes avec des poèmes, des romans commencés non finis. Je me suis dit non, ben là, ça suffit. Faut y aller. Faut y aller. Après, il faut trouver le point d'attache, Oui. le sujet, sachant que le sujet que vous avez choisi n'est pas nécessairement celui auquel on aurait pensé d'une façon naturelle. C'est-à-dire écrire un roman qui se déroule en grande partie à Dubaï, mais dans le Moyen-Orient de façon générale. Ben, c'est venu assez naturellement. Et en fait, le point de départ de ce roman, c'est une rencontre avec une jeune femme pakistanaise qui m'a en fait rapidement parlé d'elle et de sa vie. Et j'ai été absolument bouleversé. J'ai absolument été bouleversé par son histoire. Et en fait, ce qui m'a le plus surpris, c'est à quel point Dubaï était au centre de sa vie. Par l'histoire de ses parents, par l'histoire de ses sœurs. Et je me suis dit, mais c'est une évidence. C'est-à-dire que Dubaï, c'est d'abord un carrefour. Un carrefour d'histoire. Et votre livre est un véritable carrefour. C'est exactement comme ça que je l'ai conçu. C'est un carrefour de rencontres. Et donc très vite, je me suis mis à faire un travail véritablement journalistique. C'est-à-dire, j'ai essayé de rencontrer absolument tous les métiers, toutes les personnes. Que vous pouviez rencontrer à Dubaï. Et oui. On peut dire qu'à Dubaï, ce n'est pas très difficile. Non, c'est pas difficile. C'est pas difficile d'aborder les gens, de parler avec eux. Et puis le cosmopolitisme surtout de Dubaï qui fait que... Et puis le cosmopolitisme, bien sûr. Donc, une fois que j'ai eu choisi mes différents personnages, j'ai donc fait ce travail journalistique. Notamment, il y a un chapitre qui est consacré à une Américaine qui rencontre un Émirati, qui l'épouse. Qui ressemble un petit peu à celle que vous avez connue. Qui ressemble un petit peu à... C'est Sharon, c'est ça ? Sharon, voilà. Pour faire ce personnage, j'ai rencontré 6 femmes. Pour 4 d'entre elles, leur mariage avec un Émirati était un succès. Pour 2 d'entre elles, c'était un échec. Ah, donc vous avez vraiment fait un travail d'investigation avant d'écrire le... Oui. Ça, c'est tout parce que je voulais être... Même si c'est une fiction, je voulais être crédible. Et si vous voulez... que ce soit Sharon ou le personnage de la Pakistanaise, pour l'instant, le plus beau compliment qu'on m'ait fait, c'était de dire, on a l'impression que c'est une femme qui écrit. Quelqu'un m'a même dit, c'est pas toi, c'est une femme qui était à tes côtés qui a écrit. Pour moi, c'est certainement des plus beaux compliments que j'ai reçus jusqu'à maintenant, parce que c'était vraiment l'intention. C'est la preuve de l'empathie que vous avez eue en écrivant ces lignes. Alors ça commence quand même très très fort, je ne sais pas si on peut tout dire à l'antenne, par un passage en Arabie Saoudite de votre héros. Donc comme vous parlez à la première personne, on a l'impression qu'il s'agit de vous au début, et quand on lit le roman au début, on se dit ça, c'est clairement autobiographique. C'est clairement lui, oui. Il est en train de nous raconter ce qu'il a vécu en Arabie Saoudite, mais en fait, vous n'y allez pas par le dos de la cuillère, comme on dit. C'est-à-dire que vous racontez une aventure en Arabie Saoudite d'un homme célibataire et qui va connaître des femmes. Ce qui n'est quand même pas le... Oui, en fait, je voulais commencer... la première chose à laquelle on pense quand on pense à l'Arabie Saoudite. Non, mais je voulais ce contraste, et puis pour prendre une image, je voulais commencer un peu en fanfare, et je voulais aborder très vite un des thèmes récurrents du livre, qui est cette tension qui existe au Moyen-Orient, autour du rapport entre l'homme et la femme, et tout ce qui l'accompagne, c'est-à-dire la virginité, la fondation d'une famille, la sexualité, la sensualité, ce rapport extrêmement ambigu finalement. Mais vous brisez tout de suite la vitre en fait au début. Je brise la vitre, mais après on est dans la maison et on commence à regarder un peu les choses, on commence à rencontrer les gens.
Mais je voulais très vite aborder ce sujet, parce que c'est certainement une des choses qui m'a le plus marqué. On parle de l'Arabie Saoudite, mais si vous voulez, par exemple, dans le cas de Dubaï, vous savez, là, un rapport homme-femme équilibré dans un pays, c'est un homme pour une femme. Je crois qu'à Dubaï, aujourd'hui, il y a 157 hommes pour une femme. Et ça crée des problèmes. Je crois que le Qatar est pas mal non plus. À cause notamment de l'immigration. Mais évidemment, bien sûr. Parce que quand vous avez tous ces pauvres Indiens, Pakistanais, Népalais qui débarquent sans femmes. Donc ça pose un véritable ça problème. pose un vrai problème. Donc, mais on avait le même problème en Europe, lorsque les Maghrébins étaient recrutés dans les grandes entreprises. Ouais. Et qui finalement se trouvaient sans leur famille, avant ce qu'on a appelé le regroupement familial, qui a été une décision qui a été prise a posteriori. Donc on avait exactement le même type de problème. C'est absolument ça. Mais donc ça, c'était un point de départ en me disant, il y a une question du rapport homme-femme, et puis après, évidemment, tout ce que l'on connaît, c'est-à-dire le fait de se dissimuler, le hijab, le niqab, la burqa, venant de France avec tous les problèmes que l'on connaît, ça m'a un petit peu intrigué. Ça marque quand même et ça intrigue. Ouais. Et donc je me suis dit que l'Arabie Saoudite et Jeddah, qui est pour moi la ville la plus ouverte de l'Arabie Saoudite, était une façon intéressante de commencer. Les prénoms, vous avez plusieurs chapitres, il y en a 7 exactement, sauf erreur de ma part, je suis en train de les recompter, qui portent des prénoms de personnes. Oui. Et on va peut-être faire les choses à l'endroit. Je veux juste faire la remarque sur le 7, ça fait un petit peu les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Hein. Qu'on était dans une espèce de volonté de parler d'un éventail ou d'un panel de personnes. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est vrai que vous avez mis le doigt sur quelque chose. Je suis quelqueement fasciné par les chiffres. Et leur signification. Donc, par exemple, je me suis dit, est-ce que je dois mettre 12 chapitres ? Puis finalement, ça a été 10. Je me suis même posé la question du 8, qui est très présent dans la région, parce qu'il porte bonheur. Et il y a beaucoup, notamment, d'hommes d'affaires émiratis qui sont influencés par le Feng Shui. C'est pas un hasard si, par exemple, le Burj Khalifa, il y a beaucoup de choses autour du 8, parce que le patron, celui qui est derrière le Burj Khalifa, est obsédé par ces questions. Donc oui, non, ça m'intéressait. Oui. Alors, passer le premier chapitre qui raconte l'aventure d'un homme qui va ensuite aller à Dubaï, en Arabie Saoudite, et qui pose ces questions de rencontres hommes-femmes et surtout de désir, comment surpasser les usages locaux et comment faire de sorte que cette rencontre, comme vous le disiez, entre les habitudes occidentales et orientales, et surtout dans cette région, puisse trouver une solution. Mais c'est très compliqué, hein, puisque notre personnage va partir de toute façon. Oui, il va être obligé de partir. Ouais. Il va être obligé de partir parce que je dirais que la liberté a ses limites. Quand la liberté vient remettre en question les coutumes, les règles locales, forcément la censure s'en mêle. Et donc il est obligé de partir à Jeddah pour Dubaï. Ce qui était une façon pour moi de dire que Dubaï est un espace de liberté au Moyen-Orient. Oui. Je le dis haut et fort, je pense que Dubaï est à plus d'un titre le poumon de la région. Pas forcément le cerveau, peut-être le cœur. C'est un endroit où la région tout entière vient se ressourcer, on a beau critiquer Dubaï, c'est toujours intéressant de voir les départs sur Emirates de Kuwait City, de Doha ou de Muscat. En général, les gens le sourire quand ils partent à Dubaï. Ça prouve bien qu'il y a quelque chose de et ça peut être en famille. Hein. Ouais. On voit beaucoup de familles. Moi, j'ai beaucoup de familles qui partent de Kuwait City, qui passent le week-end à Dubaï parce qu'ils vont passer un très bon moment. Et puis, il y a une vraie attraction touristique à Dubaï. Absolument. Il y a, je crois, pas moins de 6 millions de touristes par an, ce qui n'est pas rien pour la région. C'est pas rien pour la région. Et puis, je pense qu'il ne faut pas l'oublier aussi pour le Levant. Pour les Palestiniens, les Jordaniens, les Libanais, c'est un endroit où on peut investir, c'est un endroit où on peut avoir une maison. Aux Français qui sont toujours surpris du succès de Dubaï, moi je les mets en contact avec un Palestinien, avec un Jordanien, et ils comprennent très vite. Voilà, alors d'ailleurs, votre personnage est toujours, même quand il est en Arabie Saoudite, en contact et plutôt protégé d'ailleurs par des locaux, et c'est sans doute sa force également, c'est celle de s'ancrer tout de suite localement et de trouver un appui pour pouvoir, dans un pays quand même très différent de l'Europe, vivre, travailler et trouver la possibilité de prospérer. Je dirais que ça serait la seule similitude avec non pas l'écrivain mais moi-même, c'est que je pense que les locaux qui me rencontrent en général, ils comprennent que je ne suis pas un colon. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui est venu ici pour être au soleil et profiter au maximum de ce qu'il peut y trouver.
pas du tout. En général, ils comprennent que je suis quelqu'un qui m'intéresse à la culture. Bon, c'est un détail. C'est pas si un détail que ça, mais j'ai lu le Coran. Je m'intéresse à l'islam au point que je remets en question ce christianisme qui était omniprésent dans mon enfance. Donc, ils comprennent qu'il y a une démarche. D'accord. Et pour le héros du livre, c'est pareil. Pourquoi Oui. il est protégé par des locaux? Parce que les locaux comprennent que c'est pas forcément un du leurs. respect réciproque. Voilà, Respect c'est réciproque. un très bon mot. Alors, dans le passage à Jeddah, à Riyad, à Jeddah et ensuite à Dubaï, il y a toujours un personnage. Et à Dubaï, votre héros, va rencontrer un personnage qui va le mener dans une entreprise absolument incroyable. Allez, vous le dites dans le roman, c'est un petit peu l'Arche de Noé, ce qui arrive. Hein. Il y a un petit côté Arche de Noé, oui. Donc il rencontre un homme d'affaires, un de ces hommes d'affaires qui ont très fait ambitieux, très ambitieux, mais qui ont fait le succès de Dubaï au travers de l'histoire de l'homme d'affaires. Qui est raconté d'ailleurs dans le livre, évidemment. Je voulais aussi rencontrer Dubaï au travers de cet homme d'affaires, qui va donc lui demander de couvrir par la photo cette entreprise. Voilà, et on peut pas tout raconter, mais il arrive une grosse, un gros pépin à Dubaï, et finalement les personnes qui vont se retrouver sur ce grand bateau, cette Arche de Noé, vont être préservées. Ils vont être préservés, et donc en fait ils vont être préservés, et l'obsession de l'homme d'affaires qui a organisé cette croisière, c'est de comprendre pourquoi. C'est que ça a été aussi un petit peu une quête en tant qu'écrivain, c'est d'essayer de comprendre. Je suis très, très fasciné par cette histoire de la prédestination, c'est-à-dire, et puis évidemment du rôle que Dieu peut jouer dans nos vies. D'ailleurs, ça n'est pas révélé le livre que de dire que la première phrase de l'ouvrage, c'est ma décision, et le dernier mot de l'ouvrage, c'est Inch'Allah. Et je pense que ça... Très bien, je vérifie, mais vous avez tout à fait raison. Et je pense que ça résume un petit peu cette quête de est-ce que l'on fait sa vie, est-ce qu'on décide de sa vie, ou est-ce qu'il y a une intervention divine, ou est-ce qu'il y a quelque chose ou est-ce qu'on ne le commande pas? Ce qui est une des grandes questions de toutes les religions, bien évidemment. Et donc, c'est quelque chose qui interroge donc le Mohamed Al-Firas. Voilà, Mohamed Al-Firas, Khalid Al-Firas, le personnage. Donc. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il demande à mon héros, je veux que tu interroges mes passagers. Il doit y avoir une raison pour laquelle ils ont été préservés. Voilà, ils n'ont pas été préservés pour rien. Voilà. Et là, on découvre évidemment ce kaléidoscope, leur vie. Cet arc-en-ciel, comme je l'ai dit, puisqu'ils sont 7, et avec 7 chapitres de vies différentes qui se sont retrouvés un jour liés au destin de Dubaï. Et c'est ce qui est intéressant dans le livre, mais on ne va pas encore en dire davantage. En tout cas, c'est une fable également, on peut le dire. Bien sûr, comme je l'ai dit hors antenne, un ovni, un livre qu'il faut découvrir, parce que c'est le premier, en tout cas moi, avec ma modeste connaissance de la région, qui est écrit par un Français, et qui parle de la région, et puis c'est romanesque. Hein. On pouvait se demander à un moment donné si cette région du monde était pour les Français seulement un lieu où on gagne de l'argent, ou aussi un lieu où on peut être inspiré, créer ce que